25 juin 1959. Minuit 4 minutes précisément. Dans le silence oppressant du couloir de la mort, un jeune homme de 19 ans s'apprête à affronter son destin. Charles Starkweather, l'un des tueurs en série les plus redoutables de l'histoire américaine, vient de vivre ses dernières heures. 11 vies innocentes fauchées en seulement 2 mois. Mais que s'est-il réellement passé dans l'esprit torturé de ce garçon devenu monstre? Plongeons ensemble dans les profondeurs terrifiantes de cette affaire qui a traumatisé l'Amérique tout entière. L'histoire commence dans les rues paisibles de Lincoln, Nebraska. Charles Raymond Starkweather naît le 24 novembre 1938 dans une famille ouvrière de 7 enfants. Son père Guy, charpentier aux mains rongées par l'arthrite, peine à subvenir aux besoins de sa famille. Sa mère Hélène, serveuse courageuse, multiplie les heures pour joindre les deux bouts. En apparence, une famille américaine ordinaire. Mais derrière cette façade se cache déjà le germe de la tragédie. Dès son plus jeune âge, Charles subit les moqueries cruelles de ses camarades. Né avec une malformation appelée génuvarum qui déforme ses jambes, affublé d'un bégaiement persistant, il devient rapidement le souffre-douleur de sa classe. Imaginez un enfant de 5 ans, déjà différent, déjà rejeté, qui développe une haine viscérale envers un monde qui ne l'accepte pas. Cette rage sourde grandit jour après jour, alimentée par chaque ricanement, chaque humiliation. Les seuls moments où Charles retrouve un semblant de confiance, c'est pendant les cours d'éducation physique. Sa force physique impressionnante lui offre enfin une échappatoire à sa frustration grandissante. Mais cette violence contrôlée ne suffit pas à apaiser la tempête qui gronde en lui. Plus tard, depuis sa cellule, il confiera que sa haine pour la société est née dans cette cour d'école, quand des enfants se moquaient de sa différence. La situation familiale se dégrade rapidement. Son père, rongé par la maladie et l'alcool, devient violent. Un jour, dans un accès de colère, Guy pousse Charles à travers une fenêtre. Sa mère Hélène, épuisée par cette vie de souffrance, finit par divorcer pour cruauté extrême. Le jeune Charles se retrouve alors dans un tourbillon de colère et d'abandon qui façonnera définitivement son caractère. À 18 ans, Charles a déjà abandonné l'école et travaille comme éboueur. Sa vie semble sans direction jusqu'à sa rencontre avec Caril Ann Fugat, une adolescente de 13 ans aux yeux innocents. Cette relation devient l'obsession centrale de son existence troublée. Mais Charles développe une philosophie terrifiante qui le mènera vers l'abîme. Les morts sont tous au même niveau, répète-t-il. Pour lui, la vie humaine n'a plus aucune valeur. Le 30 novembre 1957 marque le début de l'horreur. Une simple dispute concernant un animal en peluche dégénère tragiquement. Charles abat froidement Robert Colver, un employé de station-service, d'une balle dans la tête. C'est le premier meurtre d'une série qui terrorisera l'Amérique pendant des semaines. Mais le véritable déchaînement de violence commence le 21 janvier 1958. Ce jour-là, Charles se rend chez la famille Fugat, déterminé à en finir avec ceux qui s'opposent à sa relation avec Caril Ann. Marion et Velda Bartlett, les parents de la jeune fille, lui interdisent de revoir leur fille. Cette interdiction signe leur arrêt de mort. Dans un accès de rage incontrôlable, Charles tire sur Marion et Velda à bout portant. Mais la folie ne s'arrête pas là. Betty Jean, la petite sœur de Caril Ann, âgée de seulement 2 ans, devient la victime suivante. Charles la frappe sauvagement avec un objet contondant jusqu'à ce que mort s'ensuive. Pour masquer ses crimes, il dissimule les corps dans les dépendances et affiche un message prétextant une grippe familiale. Quand Caril Ann rentre chez elle, Charles lui ment effrontément, prétendant que sa famille est retenue en otage et que leur coopération garantira leur survie. Cette version des faits, que la jeune fille maintiendra toute sa vie, divise encore aujourd'hui les experts. Était-elle complice ou victime? Cette question entre à l'affaire jusqu'à son terme. La spirale meurtrière ne fait que commencer. En fuyant la scène de crime, le couple s'arrête chez Auguste Meyer, un vieil ami de 70 ans. Charles l'exécute d'un coup de fusil dans la tête, n'épargnant même pas son chien. Cette cruauté gratuite révèle l'étendue de sa déshumanisation. Leur cavale continue avec l'enlèvement de 2 adolescents, Robert Jensen et Carole King, près de Bennett. Dans un bunker isolé, Charles force Robert à se mettre à genoux et lui tire une balle dans la nuque, style exécution. Il tente ensuite de violer Carole, et devant sa résistance, l'abat également. 2 jeunes vies fauchées pour satisfaire ses pulsions monstrueuses. L'étape suivante de cette odyssée sanglante mène le duo chez la famille Ward, une riche famille d'industriels. Charles s'introduit dans leur demeure et poignarde sauvagement Lillian Fankle, la gouvernante de 51 ans. Il tue même le chien familial en lui brisant le cou pour éviter qu'il donne l'alerte. Quand Clara Ward rentre chez elle, elle subit le même sort atroce. Chester Ward, le père de famille, est abattu à son retour. Avec un sang-froid glaçant,
Charles vole la Packard familiale et des bijoux avant de disparaître dans la nuit. Pendant ce temps, la panique s'empare du Nebraska. Les autorités découvrent enfin les corps chez les Fugate le 27 janvier. Chaque scène de crime révèle la même signature: brutalité extrême, vol de véhicules et une totale absence d'humanité. Le gouverneur Victor Anderson mobilise la garde nationale. Des groupes de vigilantes se forment spontanément. Le shérif recrute même des hommes dans les bars pour constituer des postes improvisés. Mais Charles et Caril Ann ont déjà franchi les frontières de l'État, filant vers le Wyoming dans la Packard désormais trop facilement identifiable. Près de Douglas, ils repèrent Merle Collison, un représentant de commerce de 34 ans endormi dans sa buick. Sans hésitation, Charles le réveille et l'abat de sang-froid. 11e et dernière victime de cette folie meurtrière. C'est ce dernier meurtre qui causera sa perte. La Buick possède un frein à main que Charles ne sait pas utiliser. Quand le véhicule cale, un géologue nommé Joe Sprinkle s'arrête pour l'aider. Charles le menace, mais l'arrivée providentielle du shérif adjoint William Romé change la donne. Caril Ann court vers l'officier en criant « C'est Starkweather. Il va me tuer ». S'ensuit une course-poursuite à plus de 160 km/h avec 3 policiers. La fuite se termine quand le shérif Eflin tire dans le pare-brise. Les éclats de verre blessent Charles qui, croyant mourir, s'arrête et se rend près de Douglas le 29 janvier 1958. L'homme qui avait froidement tué 11 personnes se révèle être un lâche face à quelques gouttes de son propre sang. Le procès qui s'ouvre révèle un Charles Starkweather impassible, presque indifférent. Malgré les preuves accablantes, voitures volées, vêtements tachés de sang, aveux partiels, il ne montre aucun remords. Sa défense évoque les traumatismes de l'enfance, les brimades subies, tentant d'en faire une victime des circonstances. Mais ses arguments s'effondrent face à la préméditation évidente de ses actes. Après 22 heures de délibération, le verdict tombe, coupable. La sentence de mort le laisse de marbre, pas une larme, pas un mot de regret. Caril Ann, jugé séparément, clame son innocence mais condamné à la prison à vie le 21 novembre 1958. Sur le couloir de la mort, Charles conserve la même attitude détachée. Il déclare même que s'il lui doit mourir, Caril Ann devrait subir le même sort. Dans une lettre à ses parents, il écrit ces mots glaçants. « Papa, je ne regrette pas vraiment, car pour la première fois, Carole et moi nous sommes amusés. » Le 25 juin 1959, à minuit 4, Charles Starkweather marche vers la chaise électrique sans émotion apparente. À minuit 10, il est déclaré mort. Son exécution clôt un chapitre sanglant, mais ouvre un débat moral qui perdure encore aujourd'hui sur la peine capitale. Caril Ann Fugate, libéré en juin 1976 après 17 ans et demi d'emprisonnement, n'a jamais cessé de proclamer son innocence. Des tests de détection de mensonges semblent confirmer ses dires, soulevant des questions troublantes sur la justice rendue. Cette affaire demeure l'un des symboles les plus sombres de la violence gratuite, rappelant comment la haine et l'aliénation peuvent transformer un être humain en prédateur impitoyable. Les cicatrices laissées dans les familles des victimes ne guériront jamais complètement, témoignant de l'impact dévastateur d'une folie meurtrière qui a marqué à jamais l'histoire criminelle américaine.